Pour ce 16e épisode, nous allons voir qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est surévaluée. Nous allons discuter de différents ratios qui permettent d'évaluer une entreprise et nous allons voir des exemples concrets avec de nombreuses entreprises d'aujourd'hui et d'autrefois. Nous allons finalement aborder le fractionnement d'actions et voir comment cette action peut tromper les investisseurs plus débutants. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Donc bonjour et bienvenue au podcast La Vraie Valeur, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous inviter de rejoindre la communauté du podcast La Vraie Valeur sur Facebook, le lien va être dans la description. Et aussi je vous invite à écouter le dernier épisode qui était avec Rémi Morel de Barrage Capital. Ça portait sur l'état actuel des marchés, c'était super intéressant. Sinon aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est surévaluée. Donc, je vais commencer par définir qu'est-ce que je veux dire par surévaluer. C'est, dans le fond, quand le prix de l'action d'une entreprise est plus grande que la valeur de la compagnie. Donc, je vous invite à aller écouter le premier podcast de La Vraie Valeur qui portait sur qu'est-ce que l'investissement en valeur. Et là-dedans, vous allez voir différents concepts de base, comme Monsieur Market par Benjamin Graham, qui offre, par exemple, des prix à chaque jour aux investisseurs et c'est l'investisseur qui décide d'acheter ou pas une compagnie parce qu'elle est trop chère. Vous allez aussi voir des notions sur l'évaluation d'une compagnie et vous allez en savoir plus sur la marge de sécurité qui ici est très importante. On veut vraiment acheter une entreprise à une aubaine. Comme ça, s'il survient quoi que ce soit dans l'entreprise, quelque chose qu'on ne s'attendait pas, au moins on va avoir une marge de sécurité pour protéger nos investissements. Je peux aussi faire référence au podcast numéro 5. Le titre, c'était « Comment trouver la valeur de Facebook » qui sert à évaluer une tech. Donc, comment évaluer une technologie. C'est avec ce podcast-là que vous allez apprendre ça. Mais sinon, aujourd'hui, on va voir quelques ratios qui vont vous permettre de déterminer si une entreprise est surévaluée. On va commencer par le ratio cours-bénéfice. Ce ratio, qui est aussi appelé P/E ratio, est le prix de l'action de l'entreprise divisé par son bénéfice par action. Donc, pour trouver le bénéfice par action, on divise simplement les bénéfices par le nombre total d'actions et le P/E ratio va nous permettre d'évaluer si le prix est raisonnable ou surévalué. Donc, pour l'interpréter, par exemple, qu'on a un P/E ratio de 20 fois les bénéfices, ça veut dire qu'on est prêt à payer 20 $ pour chaque 1 $ de bénéfice. Alors, ce ratio-là, en tant que tel, veut rien dire. Par contre, c'est en le comparant aux autres entreprises du même secteur que la compagnie qu'on analyse que ça devient intéressant. Donc, c'est vraiment un ratio qui va dépendre des secteurs en premier. Donc, pour certains secteurs, un PI de 6 va être surévalué, mais pour un autre, 24, ça va être sous-évalué. Par exemple, l'industrie automobile, qui est une industrie cyclique, on va attribuer un ratio beaucoup plus petit parce qu'on est prêt à payer moins cher pour ce genre d'entreprise-là. Donc ici, c'est important de faire attention à ne pas généraliser toutes les entreprises, ne pas toutes les mettre dans un même panier et se fier à 35 fois les profits, c'est trop haut, je rejette ça. Parce que surtout les compagnies plus numériques vont avoir l'air chères, mais c'est une nouvelle normalité. C'est donc important de ne pas les considérer comme des entreprises traditionnelles, mais bien comme des nouvelles entreprises qui ont un modèle d'affaires totalement différent et auxquelles on est prêt à payer plus cher parce que, par exemple, ils n'ont pas de dette et beaucoup de liquidités en main. Ça va aussi dépendre du stade de l'entreprise. Donc, on va être prêt généralement à payer plus cher pour une entreprise qui va avoir beaucoup de croissance dans le futur. Par exemple, il y a quelques années, Facebook, j'aurais pu l'évaluer à 35 fois les bénéfices, mais maintenant, aujourd'hui, peut-être plus que je vais évaluer à 30 fois parce que l'entreprise, elle s'en vient de plus en plus mature. C'est sûr que sa croissance va diminuer dans le futur. Donc, je vais diminuer le PI que je vais lui attribuer. Ça va aussi dépendre de nos analyses. Donc, s'il y a des menaces sur l'entreprise, ça va diminuer le prix qu'on est prêt à payer. Et au contraire, si l'avenir semble excellent pour la compagnie qu'on regarde, bien là, on va être prêt à payer beaucoup plus cher. Si je peux donner l'exemple d'une entreprise qui est surévaluée, ça serait Tesla. En ce moment, son prix est à 426 $ et elle a des bénéfices par action de 41 sous.
Et ça nous donne un ratio cours-bénéfice de 1039 fois les bénéfices. Donc, on obtient un aussi grand ratio, notamment à cause des 41 sous de bénéfices par action, ce qui fait vraiment grossir le PE ratio. Puis ça, oui, c'est très surévalué, surtout si on ne prévoit pas que l'entreprise va grossir sa marge de profit dans le futur. Par contre, même si elle a des marges qui augmentent, ça va sûrement tout de même rester très surévalué. On peut aussi regarder Apple avec un prix de 115 des bénéfices par action de 3,30 qui nous donne un PI de 35 fois. Donc, présentement, ça serait peut-être pas une aubaine. Ça dépend toujours de l'interprétation qu'on en fait. Mais à 35 fois, avec une entreprise qui est de plus en plus mature, ça devient un peu dispendieux. Par contre, on pourrait attendre que si le marché baisse, les fluctuations font en sorte que le titre descend, ça pourrait devenir une aubaine rapidement. Et maintenant, le problème que vous allez me dire, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le cas des entreprises qui n'ont pas de bénéfices? Parce que dans ce cas-là, le PE ratio ne pourra pas s'appliquer. On parle entre autres des entreprises qui se dirigent vers le numérique ou les SaaS, donc les entreprises qui offrent des logiciels en tant que service. C'était un de mes podcasts. Je vous invite à l'écouter. C'était le podcast numéro 14. Et pour ces entreprises-là, on va plutôt utiliser le ratio cours-vente, donc le PS ratio, qui est simplement, là, on peut utiliser deux formules différentes, la capitalisation boursière divisée par les revenus, ou on prend le cours de l'action divisé par les ventes par action. Donc, je peux vous donner l'exemple de Spotify, qui n'est pas encore profitable, avec une capitalisation boursière de 46 milliards et des revenus de 7,3 milliards. Ça nous donne un ratio cours-vente de 6 fois. Donc, Facebook est à peu près à 10 fois. Et si on prévoit que les marges de Spotify se rapprochent de Facebook dans le futur, c'est vraiment une aubaine en ce moment. Par contre, il faudra s'assurer que Spotify continue d'investir dans les podcasts parce que c'est vraiment avec ça qu'ils vont faire leur marge de profit. Je vous fais référence à l'épisode 6 qui s'intitulait Spotify, le leader de l'audio, où que je parle de Spotify en détail. Donc, ça peut être intéressant de considérer les deux derniers ratios pour faire nos calculs. Par contre, le seul défaut avec ceux-là, c'est que ça ne considère pas la dette et ça ne considère pas les liquidités que les compagnies ont en main. Donc, oui, c'est des très bons ratios, mais on peut aussi en vérifier un de plus qui est le ratio de la valeur d'entreprise, donc le EV ratio. Ce ratio-là, dans le fond, va tenir compte du bilan et la formule, ça serait la capitalisation boursière plus la dette moins les liquidités, donc le cash. Donc, pour vous donner un peu une image générale, si on achète une entreprise au complet pour 10 milliards de dollars et qu'elle a 2 milliards de dettes, ben, on va payer réellement 12 milliards pour l'entreprise parce que les dettes, c'est pas quelque chose qui va nous revenir. Par contre, si on paye 10 milliards pour une autre entreprise et qu'elle n'a aucune dette et 1 milliard en liquidité, dans ce cas-là, on va payer réellement 9 milliards parce que l'entreprise pourrait nous verser tout l'argent et on va avoir payé au final juste 9 milliards. Donc, qu'est-ce qui est bien avec le EV ratio, c'est qu'on peut l'ajuster selon nos préférences. Si une entreprise est plus à risque, on va faire en sorte que sa dette est non négligeable et on va l'additionner davantage à la capitalisation boursière. Par contre, il faut faire très attention au niveau des liquidités. Par exemple, si une entreprise n'émet pas de dividendes, on pourrait utiliser seulement le 2 tiers des liquidités pour nos calculs. Parce que vu qu'ils ne versent pas de dividendes, l'argent ne va pas nous revenir et les CPG, donc les certificats de placement garantis qui offrent à peu près 1% en banque, ça rapporte rien. Donc l'argent ne va pas fructifier, elle ne va pas nous revenir. Donc ça ne sert à rien de tenir compte de ces liquidités-là. Par contre, si une entreprise a beaucoup de cash en main, on va être prête à payer plus cher pour une entreprise comme ça parce qu'elle va être plus solide. Donc, s'il arrive une période plus difficile, une récession ou, par exemple, la situation actuelle, une pandémie, des entreprises avec plus de liquidité pourront passer plus facilement au travers de ces périodes-là. Si je peux donner l'exemple de Gencore Industries, qui est une compagnie d'équipement de construction, à un moment donné dans son histoire, elle a eu plus de cash que la valeur totale de l'entreprise. Donc, si on fait le calcul du EV ratio, ça va nous donner comme que l'entreprise serait gratuite, mais ça ne veut pas dire ça.
Parce que présentement, par exemple, le market cap est de 175 millions, elle a en cash 114 millions et elle n'a aucune dette. Donc, est-ce que la valeur de l'entreprise vaut vraiment 61 millions? Non, parce que les intentions de distribuer l'argent ne sont pas là. Donc, l'entreprise, elle garde tout l'argent pour elle et elle n'a jamais émis de dividendes. Donc, dans ce cas-là, on va seulement prendre le 2 tiers des liquidités ou même moins, peut-être même rien. On ne prend pas en considération l'argent dans nos calculs parce que ça ne va jamais nous revenir. Par contre, il faut demeurer conscient que l'entreprise, vu qu'elle a beaucoup d'argent, pourra survivre dans des moments plus difficiles. Par contre, si l'entreprise avait des dividendes spéciales, je vous invite à écouter l'épisode 12 afin de mieux comprendre les dividendes. C'est très bien parce que ça veut dire que l'argent va vous revenir sous forme d'un dividende spécial. Ça veut dire que quand l'entreprise a beaucoup plus de liquidité qu'elle a de projets, donc elle met beaucoup plus d'argent de côté qui en sort, elle peut verser un dividende spécial à ses investisseurs et ça montre que l'entreprise est très solide. Mais là, ils ne font pas ça, donc dans vos calculs, prenez pas en considération les liquidités. Une situation comme qui est arrivée à Gencore où qu'elle a plus de liquidité que sa valeur totale, c'est très difficile à trouver aujourd'hui. Ça, c'est arrivé il y a plusieurs années. Et avant Internet, il fallait commander les états financiers par la poste. Donc, quand il y avait une aubaine sur le marché, ça restait là souvent longtemps. Donc, les investisseurs avaient le temps d'en acquérir à bas prix. Mais puisqu'aujourd'hui, tout est sur Internet, on a accès à tout rapidement, oui, c'est beaucoup plus facile de trouver l'information, mais en même temps, quand il y a une aubaine, ça ne reste pas là longtemps. Donc, si il y a une entreprise aujourd'hui qui a plus de liquidité que sa valeur totale, c'est que vous avez trouvé quelque chose de rare. Un dernier point sur la ratio de la valeur d'entreprise. Si le management a le contrôle grâce à leurs actions, qu'on peut appeler des actions à vote multiple, ça va faire en sorte qu'on va escompter le prix. Parce qu'on ne peut rien faire, c'est eux qui profitent du pouvoir, c'est eux qui prennent toutes les décisions. Et dans ce cas-là, on va prendre le ratio avec un grain de sel, si on peut dire, parce que là, c'est pas nous qui va contrôler les décisions par rapport aux liquidités et aux dettes. La plupart des entreprises aujourd'hui utilisent des actions à vote multiple. Par exemple, Facebook, Mark Zuckerberg a 17% des actions, mais c'est lui qui a le pouvoir grâce aux actions à vote multiple. Donc aujourd'hui, la plupart des entreprises qui rentrent en bourse vont utiliser des actions à vote multiple pour conserver leur pouvoir. Euh, Par contre, dans le temps, vu que on n'avait pas autant accès à l'information, c'était souvent des plus petits investisseurs. Et ça fait penser à la compagnie Sanborn Map qui produisait des cartes détaillées des villes, et ça de 1867 à 1977. Et à l'époque, Warren Buffett était investisseur avec son partnership dans cette compagnie-là. Et 35% des assets du partnership étaient dans cette compagnie-là. Et le problème avec Sanborn Map, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de gros investisseurs. C'était donc des petits investisseurs qui avaient les parts de l'entreprise. Et Warren Buffett s'est arrangé pour rassembler beaucoup d'investisseurs pour avoir un grand capital et prendre un contrôle de l'entreprise parce que le management faisait pas grand-chose pour améliorer le sort de l'entreprise et enrichir leurs actionnaires. Un autre sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est le fractionnement d'actions, ou en anglais le stock split. Ça, c'est une décision prise par le conseil d'administration de l'entreprise, qui souvent est prise pour garder l'action plus abordable, mais la valeur de l'entreprise ne va pas changer. Par exemple, un split 2 pour 1 veut dire que si on prend l'exemple qu'une compagnie a 10 millions d'actions en circulation, elle va se retrouver avec 20 millions, et chaque actionnaire va savoir doubler le nombre de titres qu'il a en portefeuille. Aussi, le prix de l'action va se diviser en deux. Donc ça n'a aucun impact sur la valeur de l'entreprise. Puis c'est une grosse erreur parce qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui se font avoir par ça. Ils pensent que quand il y a un stock split, ça augmente la valeur de l'entreprise. Euh, c'est faux parce que oui, le prix descend, mais le ratio cours-bénéfice ne va pas descendre. En fait, il va rester pareil parce que le prix descend, mais le nombre d'actions augmente. Donc, ça fait diminuer les earnings per shares. Donc, ça reste un pays stable. Il y en a aussi qui pensent que quand une action est moins chère, on peut en acheter plus
et ça va nous donner des plus grands revenus. Mais ça aussi, c'est faux. Par exemple, si on prend l'action de Disney qui est à 123 si l'action monte de 1%, ça fait 1,23 $. Par contre, si on prend une action d'Amazon à 3190 si elle monte de 1%, vous allez faire 31,9 $. Donc, on pourrait acheter 26 actions de Disney pour avoir l'équivalent d'une action d'Amazon. Puis si vos 26 actions de Disney augmentent de 1%, vous allez faire 31,9 $, qui est exactement la même chose que celui d'Amazon. Donc oui, une entreprise peut décider de faire un fractionnement d'actions pour rendre ses titres plus abordables. Donc les petits acheteurs avec peu d'argent puissent au moins acheter des actions. Parce qu'il y a des entreprises comme Berkshire Hathaway, donc l'entreprise, la société de Warren Buffett, une action coûte 323 275 $. Donc, c'est pas tout le monde qui peut acheter ça. Puis, il n'a jamais séparé son stock. Mais un stock split peut permettre de garder un prix raisonnable pour que tous les investisseurs puissent au moins acquérir l'action. Récemment, on a vu deux compagnies qui ont effectué des fractionnements d'actions. On a Tesla et Apple, que tous les deux ont fait des 4 pour 1. Donc, un actionnaire va savoir quadrupler son nombre d'actions et le prix va se diviser par 4. Mais encore une fois, il ne faut pas se faire avoir par ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont obtenir une aubaine vu que le prix de l'action diminue. Mais par exemple, Tesla est encore très surévalué. Parce que, comme j'ai dit tantôt, une baisse de prix ne résulte pas en une baisse de son évaluation. C'est donc ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à mieux évaluer les entreprises et à trouver des aubaines sur le marché. Donc, n'oubliez pas que vous allez être prêt à payer plus cher pour une entreprise qui a beaucoup plus de liquidité, qui a moins de dettes, qui semble avoir un futur plus prospère, est plus solide. C'est tous des éléments à prendre en compte quand on évalue une compagnie. Puis le ratio, par exemple, le court-bénéfice qu'on serait prêt à payer, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Donc, faites vos recherches et établissez un ratio que vous seriez prêt à payer pour cette entreprise-là. Puis, ça peut être excellent de regarder d'autres opinions en ligne, mais faites toujours votre propre tête et choisissez vous-même le prix que vous seriez prêt à payer pour une entreprise que vous jugez excellente. Donc, si vous avez une question ou un commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Sinon, encore une fois, joignez la communauté Facebook où que vous pourrez échanger avec les autres membres du podcast La Vraie Valeur. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.